Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Le temps des pervers. Burnout, l'épidémie du siècle. De Paul-Antoine Martin et Patrick Légeron. Le burnout frappe des centaines de milliers de salariés en France et se répand comme une épidémie au XXIe siècle. Un des premiers facteurs invoqués par les spécialistes est la pratique managériale, de plus en plus brutale et manipulatrice. 60% des salariés estiment que leur manager est une source de stress pour eux. Avec la force d'analyse et le style vivant qui ont fait le succès du Clan des Seigneurs, son précédent livre, Paul-Antoine Martin témoigne avec un réalisme saisissant de l'effondrement terrible que représente le burn-out, de ses causes et de son impact sur la vie de ceux qu'il frappe. Il décrit les méthodes de management et le harcèlement d'une rare violence qu'il a subie pendant de longs mois. Plus largement, il dénonce les dérives totalitaires en cours dans le monde du travail, ainsi que l'hypocrisie générale qui y règne, faisant le constat que la société promeut des dirigeants brutaux, pervers et sans affect. L'auteur raconte enfin comment, grâce à l'amour de sa femme, il s'est peu à peu relevé, libre et plus fort, malgré les souffrances, les séquelles et l'acharnement de son ex-employeur. Ce témoignage est un formidable message d'espérance, de combativité et de dignité pour les innombrables victimes de burn-out. Paul-Antoine Martin, 57 ans, ingénieur de formation, Centrale Supélec, a toujours évolué dans un environnement industriel, allant de la multinationale anglo-saxonne à l'établissement public français. Il a occupé des postes de cadre dirigeant, côtoyant capitaines d'industrie, politiques et hauts fonctionnaires. Patrick Légeron est psychiatre, spécialiste du burn-out et co-auteur du rapport sur le burn-out de l'Académie de médecine. Il est l'auteur de plusieurs livres sur cette thématique. Des notes sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Prologue. Les vraies victimes désespérées de la maladie mentale sont à retrouver parmi ceux qui semblent être les plus normaux. Beaucoup d'entre eux sont normaux parce qu'ils sont si bien ajustés à notre mode d'existence, parce que leur voix humaine a été silencieuse si tôt dans leur vie qu'ils ne luttent même pas. Ils sont normaux non dans ce que l'on peut appeler le sens absolu du mot. Ils ne sont normaux que par rapport à une société profondément anormale. Aldous Huxley, Retour au meilleur des mondes, 1958. Cette histoire parle de notre temps. Elle parle d'une épidémie qui fait des ravages au travail. Elle parle de ce que l'on tait, dressant un portrait particulier de l'univers professionnel, de son hypocrisie et de l'impunité systémique qui protège la classe dirigeante. Elle parle du burn-out. Une histoire pour raconter comment il fracasse la vie et produit des gueules cassées du travail dans l'indifférence générale. Raconter pour que le travail ne puisse pas être un enfer. Raconter pour ceux qui ont été écrasés par le harcèlement ou détruits par des méthodes de management. Raconter pour ceux qui n'ont pas pu se défendre parce qu'ils étaient trop seuls ou qu'ils n'en avaient pas les moyens. Raconter pour ouvrir les yeux des politiques sur le burn-out. Montrer la réalité à ceux qui s'accrochent au déni et la masquent derrière des chartes, des procédures, des labels ou autres plaquettes produites par des cabinets de conseil. Cette réalité, personne ne veut la voir. Ni ceux qui peuvent la changer, ni ceux qui peuvent la subir. Elle est honteuse pour tous. Alors, on préfère détourner le regard. On peut parfois en parler, mais c'est pour mieux la minimiser, la banaliser et par là même se rassurer. Raconter, pour montrer comment notre société se mutile de ses éléments les plus valeureux et comment elle a engagé un processus autodestructeur. Et enfin, raconter, pour dire le scandale de santé publique qu'est le burn-out. Ils sont nombreux ceux qui alertent, témoins chaque jour de cette réalité qui, dans sa vérité la plus crue, vient frapper à leur porte. Ce sont les psychiatres, les médecins, les avocats, les juges, les services de la CPAM. Tous tirent la sonnette d'alarme. Ils disent la même chose. Année après année, les victimes sont plus nombreuses et plus gravement atteintes. En silence, le burn-out fait des dégâts considérables. Une hécatombe a lieu sous nos yeux.
Dans une société qui fait du travail le vecteur de l'épanouissement, il est impératif de dénoncer les conditions qui mènent au burn-out. Il détruit vie professionnelle, vie sociale et jusqu'à la vie familiale. Il trône au sommet de la détérioration de la santé psychique du salarié. Il est la conséquence la plus grave du stress au travail. Chaque année en France, des dizaines de milliers de salariés viennent rejoindre la longue cohorte des estropiés du travail, que l'on prie de souffrir en silence et à l'abri des regards. Quel que soit le secteur d'activité, alors qu'il est a priori un moyen d'ouverture incontestable pour chacun, le travail produit de la souffrance psychologique. Nul ne peut s'en estimer préservé, qu'il travaille dans le public ou dans le privé, comme employé ou manager, qu'il soit à son compte ou profession libérale. La question dépasse le seul cadre d'une problématique individuelle. Elle renvoie à beaucoup plus large. Il s'agit d'un fait de société. Les changements majeurs connus par les sociétés occidentales depuis plusieurs décennies ont eu des répercussions profondes sur le contexte du travail et la place que chacun pouvait y trouver. L'homme est devenu un paramètre à optimiser parmi d'autres. Année après année, la technologie a progressivement remplacé la part occupée par l'humain dans le travail, se rendant indispensable au point d'obliger l'homme à se mesurer à la machine. Le travail s'est adapté à la technologie, à la financiarisation, et non plus à l'homme, désormais en voie d'obsolescence. Alors, le culte de la performance est né, obligeant cet homme à réagir en se dépassant. Il lui faut donc dépasser ce qu'il est, dans une spirale qui n'a pas de fin. Folie absurde, qui épuise les âmes. L'homme s'est laissé séduire par la promesse d'une vie plus facile, préférant une modernité clinquante à ce qui structurait sa vie depuis des siècles. Il a troqué le lien qu'il avait avec la nature et la transcendance contre des objets et un hypothétique mieux-être. Dans cet échange faustien, sans aucune conscience de ce qu'il faisait, l'homme est devenu un apatride de la vie. Il a perdu le sens de ce qu'il faisait. Et ce n'est pas dans l'infinité de produits manufacturés et inutiles qu'il saura encore en trouver. Sournoisement, pour conserver son adhésion et lui donner l'illusion qu'elle le chérit, cette nouvelle société a placé le consommateur au cœur de ses attentions. Elle l'a élevé au rang illusoire de petit roi dont les désirs capricieux se sont faits d'autant plus intransigeants que, chaque jour au travail, il vivait lui aussi cette même exigence de dépassement. La course au rendement, mais aussi le refus de l'incertitude et du risque, ont produit des pyramides de normes, comme autant de prisons oppressantes. Elles ont proliféré, elles-mêmes emportées dans le dédale infernal de l'administratif et du juridique, traquant tout ce qui, à cause de l'homme, pouvait manquer de fiabilité dans les process de fabrication. Il y a un prix à payer à cette course vers la perfection mécaniste. Il est lourd, très lourd. C'est l'homme qui le paie puisqu'il ne vit plus désormais que dans la tension, écartelé entre le temps et l'exigence. Variable d'ajustement, courroie entre des machines dont paradoxalement, il est devenu la contrainte, l'homme souffre au travail. C'est indéniable. Sa santé psychologique est le fusible. Quel sens peut-on trouver à soutenir un système que chacun perçoit au bord de l'effondrement, parce qu'il ne produit pas de sens? Il faut dépenser une énergie considérable pour résister à la pression, au temps et à l'absurde. Aujourd'hui, l'homme au travail est le nouveau Sisyphe, chaque jour repoussant comme il peut un stress menaçant de l'engloutir, est devenu le symbole de la vie moderne. En réponse, le modèle économique actuel, malgré la violence qu'il induit, et par une inversion toute particulière, a imposé le dogme du travail pourvoyeur de sens et de bonheur, laissant aux employés une espérance, au milieu des contraintes à endurer. Dans une société où l'effondrement des valeurs traditionnelles a laissé vide un espace majeur, le travail et ses promesses sont venus l'occuper. Dans un tel contexte, le travail est à vivre comme le lieu du développement de l'individu, et plus surprenant encore, comme le lieu de son épanouissement. L'employé serait donc en droit d'en attendre beaucoup, et malheureusement pour lui, beaucoup plus que le travail n'est réellement en mesure de lui apporter. Le malentendu est donc de taille, car là où l'employé comprend épanouissement de sa personne, le système attend autre chose,
à savoir que l'employé soit adapté à ses demandes. L'adaptation est la valeur cardinale dans le monde du travail aujourd'hui. S'adapter au changement, quel que soit le changement, à tout moment. Plus qu'une valeur, elle est une obligation tacite. Si l'un de ces changements vient heurter le regard que l'individu porte sur le monde, celui-ci n'a pas d'autre choix que de se soumettre, au risque, s'il ne le fait pas, de vivre une mise à l'écart, voire une exclusion. Il peut aussi essayer de se dédoubler. Mais dans les deux cas, soumission et dédoublement finissent par éroder l'âme. Lorsqu'un employé occidental se rend à son travail, il quitte un univers dans lequel il jouit de libertés fondamentales, essentielles pour tout citoyen. Il entre alors dans un espace où d'autres règles très différentes s'appliquent. La transition n'est pas marquée par une frontière ou un mur, mais par le comportement et la parole acceptables. Dans l'espace du travail, les libertés d'expression, de mouvement, de pensée sont restreintes, voire supprimées. Elles sont contraintes à ce que permet la hiérarchie, la politique de l'entreprise, ou plus généralement, à ce que l'on appelle la loyauté envers l'employeur. Chaque entreprise se trouve être, de fait, une enclave à l'intérieur de la République, restreignant en toute légalité les libertés individuelles. Habitude et nécessité rendent cette situation normale, considérant que l'entreprise a pour objectif premier de produire du profit, celui-ci ne pouvant être maximisé que si tous les employés travaillent dans le même sens et défendent les mêmes intérêts. Cependant, elle devient particulièrement problématique lorsqu'un employé doit, dans le cadre de ses fonctions, défendre des valeurs contraires aux siennes ou porter des messages d'entreprise ne correspondant pas à la réalité. En parallèle, la communication des entreprises est progressivement devenue une propagande, s'autorisant sans scrupule toute déformation, voire transformation de la réalité. Puisqu'il s'agit d'avoir une bonne image pour vendre ou recruter, les entreprises multiplient les publicités d'elles-mêmes, chacune se présentant comme un monde à part, accueillant et désirable. Les chartes, labels et autres professions de foi des dirigeants viennent parachever le narratif d'un meilleur des mondes où règne respect, inclusivité et vertu. Derrière cette mise en scène que l'idéologie de la productivité justifie dans l'esprit des dirigeants, c'est tout un système à bout de souffle qui se maintient en imposant dans les esprits une réalité qui n'existe pas, ou peu. Il s'agit aussi de galvaniser, d'embrigader les employés à l'aide de challenges, de records ou de combats à mort contre un concurrent. Chacun est prié de penser sincèrement que le travail, dans ces conditions, épanouit et rend heureux. Le travail promet donc le bonheur, celui-ci se trouvant conditionné par notre attitude de gagnant au travail. Non seulement l'employé doit le penser, mais il doit aussi montrer par son comportement et son attitude qu'il en est convaincu. On attend de lui enthousiasme et conviction. Avec une telle logique d'endoctrinement de groupe, cette enclave a tout pour devenir totalitaire. Quand l'employeur exige de ses employés plus que l'obéissance et la compétence, à savoir la loyauté inconditionnelle, jusqu'à agir contre ses propres valeurs, il les contraint d'agir et de penser selon sa volonté propre. Les désaccords autorisés étant réservés aux questions sans enjeu, l'employé n'a pas d'autre choix que de penser comme il faut pour conserver son emploi. Sa servitude est contrainte, mais volontaire puisqu'il a très vite compris qu'une seule alternative se présente à lui, se soumettre ou se démettre. Le choix est simple. D'un côté, la soumission à une idéologie, de l'autre, l'assurance d'une mort sociale. Les effluves âcres du totalitarisme commencent à se faire sentir. Un totalitarisme soft, bien sûr, mais il s'agit bien d'un totalitarisme. Dans un endoctrinement collectif, l'employé doit devenir pensée et action en vue d'améliorer dans la joie, et pour son bien, les profits de son entreprise, quitte à participer à des actions dont il perçoit pourtant l'absurde et la nocivité pour l'homme. Il n'a pas à se poser de questions, et doit accepter comme authentiquement vraie la parole de son employeur. L'employé n'a pas le choix. Il ne doit percevoir le réel qu'au travers du prisme de l'entreprise. C'est cela, la soumission. Dans un tel univers, l'individu à la fois docile et sans état d'âme est naturellement préféré à tout autre. Sincérité et vérité n'y sont pas des valeurs.
Être insincère et menteur offre beaucoup plus de perspectives professionnelles que le contraire, parce que l'objectif est de disposer avant tout d'être normé, formatable selon la doxa de l'entreprise, remplaçable aisément en puisant dans le marché de l'emploi, et opérationnel sans délai. On n'a pas besoin de personnalité, riche d'une culture, d'un tempérament, mais de clones adaptables, plastiques, sans aspérité. Pour le monde du travail, l'idéal serait de disposer d'individus prédéfinis et aussi limpides qu'une procédure, de la même façon que l'on achète un produit standard avec certaines fonctionnalités sur l'étagère d'un supermarché. Il s'agit de simplifier l'individu en quelques traits élémentaires, c'est-à-dire de le dépersonnaliser, de le défigurer. En somme, l'employé se voit réduit à l'état de matière consommable, utile ou non à son employeur. C'est le retour du zéro et de l'infini, dans le travail cette fois-ci. Dans un tel contexte, dire la vérité n'est pas accepté, et parler tue. Certains s'adaptent parfaitement à cette atmosphère totalitaire, faite de propagande, de manipulation, de soumission, de renoncement et de négation de la pensée. Les plus adaptés en deviennent des piliers. En revanche, confrontés à un tel vide de sens et à la difficulté à se rattacher à du vrai, beaucoup d'autres accumulent les fracturations répétées que cette ambiance induit en eux-mêmes. Tout au long de leur vie professionnelle, l'adaptation exigée leur fera subir une usure qu'ils devront accepter, jusqu'à se nier parfois. Certains le supporteront, d'autres non, jusqu'à l'implosion, le burn-out fatal. Le phénomène sera plus ou moins lent, plus ou moins violent en fonction des atteintes subies. À l'avenir, plus les traits de cette ambiance totalitaire se développeront, et plus le burn-out deviendra un événement banal, rongeant comme un cancer la société en ses forces vives et saines. Culturellement, cette enclave qu'est le lieu du travail se vit comme un univers à part. C'est une des raisons pour lesquelles tant d'employés sont effacés de l'univers du travail, sans qu'aucun coupable ne soit identifié, ni même identifiable. La dilution des responsabilités, le turnover au sein du management, ainsi que la difficulté à caractériser les causes systémiques au sein d'un ordre économique, utilisées comme prétexte aux pratiques mises en œuvre, ne permettent pas ou peu de rendre justice. Ces employés seront des victimes sans responsable et sans coupable. Pour conclure, le système se hâtera de les invisibiliser, comme on retirerait à la hâte une tache sur la nappe du dimanche. L'histoire suivante est effrayante. Cependant, au dire des avocats, des médecins ou des psychiatres, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle serait même banale. Elle montre donc à quel point l'univers du travail est un espace à part, dans lequel certains s'autorisent le pire grâce à une impunité quasiment totale. Les violences psychologiques y détruisent des vies, parfois jusqu'à la mort. Il y a un siècle, le travail broyait des corps. Aujourd'hui, il broie des âmes. Plus largement, le lecteur pourra voir dans cette histoire une allégorie des ravages du pouvoir lorsqu'il est mis entre des mains corrompues. Les méthodes sont toujours les mêmes, que ce soit à la tête d'une entreprise ou à la tête de l'État. Les valeurs élémentaires sont toujours méprisées et inversées. Les médiocres, les narcissiques et les pervers sont toujours élevés. Les justes sont toujours rabaissés quand ils ne sont pas intimidés et pourchassés. Le mensonge et la manipulation sont toujours déployés à grande échelle pour écraser la vérité. La corruption se fait toujours systémique. Et enfin, la dignité humaine est toujours bafouée. Quand les digues morales cèdent, s'ouvre alors le temps des pervers. Chapitre 1, Burn-out ou l'implosion. Les rideaux sont tirés, mais la faible lumière qu'ils laissent passer me sort d'un demi-sommeil. Il est tôt certainement, 6 heures peut-être. Encore une nuit chaotique. J'ai perdu le sommeil depuis des semaines. Et chaque matin, la même impression, celle d'avoir reçu des coups pendant la nuit. Mais ce matin est différent. J'en porterai la marque à jamais. Mon corps est lourd, terriblement lourd, infiniment pesant. Je ne suis qu'une masse sur le matelas, incapable du moindre mouvement. Je regarde ma main. La lever m'est impossible. Je n'en ai pas la force. Je n'ai plus aucune force. Ou juste pour bouger l'index. J'essaie avec ma jambe. Impossible.
Pourtant, mon corps n'est pas paralysé. Je le sens. Mais il ne peut plus rien faire. Chose inutile, qui ne sait plus que peser. Pendant un instant, j'ai cru à un mauvais rêve, un de plus, comme ceux qui me harcèlent depuis quelque temps. Non, je suis bien réveillé. À côté de moi, ma femme me parle. Je l'entends, mais les mots ne s'assemblent pas et disparaissent dans le vide. Elle a compris, à mon regard peut-être, que quelque chose n'était pas normal. Elle se redresse. Elle m'observe. Je la vois inquiète. Regarde, je ne peux pas bouger, lui dis-je d'une voix sans émotion. Tu as l'air très fatigué. Tu étais très agité cette nuit. Tu as crié. J'ai crié? Oui, 2 fois. Des cris de terreur. Mon si rare sommeil est traversé de violence depuis plusieurs semaines. J'essaie, mais je ne peux pas bouger, lui dis-je en montrant ma main du regard. Ce n'est pas de la fatigue. C'est autre chose. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je parle, c'est bien moi qui parle. Mes mots se suivent, comme une mécanique sans âme. Dans un état second, je suis l'infirmier qui décrit mon état clinique, sans empathie aucune pour ce qu'il voit. Mon corps est devenu un étranger. Il ne me répond plus. Je suis enfermé à l'intérieur. Lourd, épais, il n'est qu'un poids sans vie. Il pèse sans plus. Sensation terrible. Pourtant, ce matin, elle ne m'effraie pas. Aucune émotion. Pas d'inquiétude, pas d'angoisse, pas de peur. Rien. Je ne ressens rien. Rien d'une émotion normale et qui témoignerait d'un peu de vie. Seule une parcelle de moi-même est toujours là. Le reste a disparu, inaccessible à ce que j'ai encore de conscience. Ce matin, suis-je sur mon lit de mort? Il m'est arrivé de me demander ce que l'on peut ressentir dans un corps usé, en cet état d'agonie qui précède l'instant ultime. Lorsque l'on est un homme ou une femme en pleine santé, jamais malade, infatigable, l'esprit insatiable de nouveauté et de réflexion, cet état est inimaginable et impensable. Que se passe-t-il en ces moments dans le corps et dans l'esprit? Comment est-on juste avant de quitter la vie? Certains manifestent cette mystérieuse certitude d'être parvenus à la fin, comme si leur corps ou leur esprit les en informait, leur donnant à reconnaître un signe inscrit en eux, et qui se révèle seulement à cet instant. Non, il n'y a pas de signe. Je ne suis pas au bord de la mort, mais vraisemblablement dans quelque chose qui ressemble à une agonie. Une voie de garage peut-être, sur le chemin de la mort. Par chance, j'ai dû être stoppé et mis de côté avant que l'irréparable n'ait lieu. Je suis donc sur cette voie, à l'arrêt, tout entier plongé dans la sidération. J'ai perdu mes émotions, enfermé dans un corps vide de toute énergie. Même le geste le plus insignifiant m'est impossible. Pour ce qui est de mon intellect, il ne m'en reste qu'un accès très restreint. Je ne suis plus qu'une petite fraction de moi-même. Tel est l'état dans lequel je me trouve à mon réveil. Tout s'est passé cette nuit, sans même que je m'en rende compte. Quelque chose eut lieu en moi, sans moi. Malgré moi, quelque chose a agi. Que m'est-il arrivé? La question est lancinante, sans réponse. Je ne peux dire autrement ma sensation au réveil. J'ai implosé en silence durant la nuit. Je me suis désagrégé, comme ces immeubles de béton dont on détruit les piliers porteurs et qui s'effondrent sur eux-mêmes, ne laissant de leur structure qu'un tas de gravats informes. Ils avaient pourtant résisté aux intempéries et aux tempêtes pendant des décennies. L'extérieur de ma personne peut sembler intact, mais l'intérieur n'est plus qu'un vaste vide peuplé de ruines et de cendres. Je n'y trouve plus rien. Rien qui puisse m'offrir un quelconque réconfort. Heureusement, une étonnante anesthésie m'empêche de me perdre dans le vertige de cette désolation. Je suis incapable de prendre la mesure du gouffre qui s'est formé en moi. En serais-je capable un jour? Une incandescence m'a ravagé comme lorsque la foudre aveugle s'introduit dans une maison, calcine tout sur son passage, puis ressort par une fenêtre, laissant les murs impeccables comme si rien n'avait eu lieu. Une violence sauvage m'a immolé. Je suis un grand brûlé. Seules les fonctions vitales ont résisté. Tout le reste a disparu, emporté par la déflagration intérieure.
Suis-je même encore le je d'avant? Abattu, sans aucune force, je ne suis plus rien. L'anéantissement est total. À l'intérieur, un feu a tout brûlé. Je suis comme ces forêts qui, à la suite d'un incendie, n'ont plus que d'atroces moignons noirs et fumants à montrer, restent sans valeur d'une vie foudroyée. Un paysage défiguré à jamais, qu'une bestialité a saccagé pour ne laisser rien d'autre que des cendres. Je ne suis plus qu'un lieu sans vie, un lieu de grisaille qui ne vibre plus au vivant. J'ai perdu toute énergie, toute capacité à rencontrer le monde et à agir. On m'a éliminé. En une nuit. En seulement une nuit, alors que je dormais, je ne devins plus rien. Une vie réduite à néant, arrachée à ce qu'elle était. Un reset. Comment une telle désintégration est-elle possible? Je mettrais de longs mois pour commencer à comprendre ce qui m'était arrivé, et à prendre la mesure de ce qui m'avait terrassé. Je suis resté 8 longs jours dans cet état. Temps interminable, au terme duquel il m'est enfin possible, seulement avec de l'aide, de me lever, épuisant en 5 ou 6 pas hésitants, et péniblement réalisés, la totalité de l'énergie que mon corps est alors capable de fournir. Ces quelques pas sont plus épuisants qu'une randonnée de 12 heures en montagne. Depuis 8 jours, j'ai perdu une dizaine de kilos. Les analyses sanguines se succèdent, les auscultations médicales aussi, mais aucune ne décèle la moindre anomalie. Je suis détruit, mais physiquement en bonne santé. Mon corps continue de fonctionner. Il le fait même très bien, accomplissant, comme il l'a toujours merveilleusement fait, le maintien des équilibres nécessaires à ma santé. Cependant, quelque chose a disparu, et aucune analyse n'a été capable de le voir. Entre je et mon corps, le lien est rompu. Je, ou ce qu'il en reste, ne commande plus ce corps. Les deux ne vivent plus ensemble, mais côte à côte, le second semblant s'être dégagé de la commande du premier. J'ai survécu grâce à ma femme. Dès mon réveil en ce matin, elle m'enveloppa sans discontinuer avec tout l'amour dont une femme est capable. Un amour simple et juste, qui en chaque instant s'exprimait par la tendresse et la douceur. Je crois qu'on ne peut survivre à ce que j'ai subi sans l'amour, ou alors difficilement. Il est capable de guérir les pires blessures. Il peut tout. Il me faut encore du temps avant de pouvoir être conduit auprès du psychiatre, que m'a immédiatement recommandé Madame Gournay, mon médecin. Je ne peux alors tenir debout que 3 ou 4 minutes, et ne faire guère plus de 30 pas par jour. Dehors il pleut. Appuyé sur l'épaule de ma femme, pourtant si fragile, je marche tel un vieillard craignant de glisser sur les pavés. Une fois dans le cabinet du spécialiste, je m'écroule dans le large fauteuil en cuir qu'il m'indique. Ces quelques pas dehors ont tétanisé les muscles de mes jambes. Elles résonnent d'un fourmillement généralisé. Le psychiatre me regarde en silence, puis me demande ce qui m'amène chez lui. Je lui raconte l'effondrement, les journées passées dans la faiblesse la plus complète, incapable du moindre mouvement, incapable de volonté ou d'envie. Je dis mon impuissance, mon angoisse de n'être désormais plus rien. Je parle en spectateur de moi-même, si épuisé que l'émotion n'a pas non plus la force d'être. Proche de la retraite, l'homme me scrute derrière de petites lunettes rondes, analysant chacun de mes mots et de mes gestes. Il y voit la souffrance. Il l'écoute. Vous faites une dépression d'épuisement majeur, me dit-il sans hésitation après seulement quelques minutes. Précis, direct, il est ce professionnel de qualité que mon médecin m'a décrit en insistant pour que je le voie au plus vite. Sans réaction de ma part, il ajoute. Dit autrement, vous faites un burn-out sévère. J'ai déjà entendu ce mot, mais je ne sais pas ce qu'il signifie vraiment. Je suis soulagé de l'entendre. C'est paradoxal, mais enfin, je peux mettre un mot sur ce que je vis. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la première bonne nouvelle depuis 3 semaines. La médecine sait. En quelques mots, le psychiatre m'explique les causes cliniques de mon état. Je ne suis pas capable de le comprendre. Je le vois parler, mais ce qu'il me dit tombe en poussière dans mon esprit qui ne fixe rien. Il s'arrête et ajoute. Vous présentez aussi un trouble de stress post-traumatique.
Il continue et me demande ce que j'ai vécu avant cette nuit d'implosion. Je lui raconte mon histoire. Je la résume en quelques grands traits. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.